Donc je vous propose une deuxième communication, cette fois-ci sur Fulbert de Chartres et la façade occidentale de la cathédrale de Chartres, la fabrique d'un saint. Donc originellement, je travaillais sur la façade occidentale de la cathédrale de Chartres, édifiée, elle, on le sait, sous l'épiscopat de Geoffroy de Lèves, et qui s'orne d'un riche programme iconographique, tant sculpté que vitré. Or, la présence de certaines images singulières dans ce cycle, notamment apocryphes, à l'instar, donc voici le triplet occidental, à l'instar de cette image qui montre les rois mages portant des pièces d'or et qui se réfère explicitement aux apocryphes, notamment au pseudo-Matthieu, et cette image, il s'agit d'un unicum, donc elle est extrêmement rare. Il y a également d'autres images qui proviennent des apocryphes, un peu moins rares, mais quand même peu courantes, celles de la chute des idoles. Également, celle-ci qui représente la fuite en Égypte. Donc la fuite en Égypte en elle-même n'est pas si singulière. Ce qui l'est cependant plus, c'est le miracle du palmier. Donc on peut voir que la Vierge tient ici dans sa main une palme, donc d'un palmier qui est ici. Et donc il s'agit d'un miracle, là aussi tiré des apocryphes. Cette iconographie est également reprise dans la façade occidentale, cette fois-ci sculptée, puisque la Vierge ici semble tendre le fruit du palmier à son fils, et donc ça ferait également référence aux apocryphes. D'autres images singulières, donc comme celle-ci, l'arbre de Jessé, qui apparaît à cette époque, mais également des astrolabes que l'on voit ici et qui sont placés dans les voussures du portail royal, posent question. Sachant que les apocryphes ont été probablement introduits à Chartres par Fulbert, qui fut également l'auteur de vers sur les astrolabes, mais aussi du réponse Tirpe Jessé, on peut se demander pourquoi avoir choisi ces images qui faisaient explicitement référence à cet évêque du XIe siècle, mais des dizaines d'années plus tard, au milieu du XIIe siècle, pour créer ce programme. Donc il semble que dans cette première moitié du XIIe siècle, Geoffroy de Lèves, l'évêque, aurait souhaité réactiver la figure de son prédécesseur et promouvoir son culte jusqu'à souhaiter le faire devenir saint. Donc tout d'abord, comme je l'énonçais tout d'abord, la bibliothèque Bosron détient plusieurs manuscrits faisant référence aux apocryphes. On peut en citer certains, notamment un homéliaire de Saint-Pierre de Chartres, daté du Xe siècle. On y trouve la fête de la Nativité de la Vierge, conjointement au pseudo-Matthieu, donc deux textes apocryphes. D'autres manuscrits de la bibliothèque contiennent des commentaires de l'œuvre de Matthieu qui s'appuient parfois sur le texte apocryphe attribué au même auteur. Le pseudo-Matthieu était donc lu et étudié à Chartres, mais il n'est pas le seul puisque le De Nativitate Mariae est également présent dans un recueil liturgique conservé dans la bibliothèque. La question de la présence de tels apocryphes à Chartres se pose donc, et pour y répondre, il faut se pencher sur la personnalité de Fulbert. Car c'est précisément dans l'un de ses sermons, Approbatae consuetudinis est, que l'on trouve la première occurrence du De Nativitate Mariae. Ce texte est également intéressant puisque la vision que Fulbert avait des apocryphes affleure à la lecture de ces mots. Donc voici ce texte en latin et en français. Donc on peut y lire que Fulbert souhaitait utiliser les apocryphes, donc notamment le livre relatant la naissance de la Vierge, et que même s'il y avait des controverses à ce sujet, cette lecture pouvait être appropriée car d'autres pères de l'Église avaient utilisé les textes apocryphes et que ces textes ne sont pas hostiles à la foi. Ce n'est d'ailleurs pas l'unique document de Fulbert dans lequel on retrouve les mentions de ces textes apocryphes, puisque Fulbert, connu pour ses talents de prédicateur, les insère par petites touches dans ses sermons. On en retrouve notamment dans le sermon De Nativitate Beatissimae Mariae Virginis, qui évoque les parents de la Vierge. Un autre sermon, Frates Carissimi, de Fulbert, lui aussi traite de la nativité de Marie, en s'appuyant sur les apocryphes. Un autre sermon, Mutuae Dilectionis, reprend les mêmes thématiques. Or, à l'époque de Fulbert de Chartres, les occurrences de ces textes étaient exceptionnelles et leur utilisation davantage. En effet, on se méfiait de ces textes qui étaient, même s'ils étaient connus, étaient parfois considérés comme mensongers. Les textes apocryphes connurent en réalité un certain succès à partir du XIIe siècle, mais du temps de Fulbert, ils étaient relativement rares et controversés. Fulbert n'est pas uniquement l'auteur de textes incluant des références aux textes apocryphes, mais il est également l'auteur du réponse Tirpe Jessé,
dont le texte évoque l'iconographie de l'arbre de Jessé et a souvent été cité comme une source majeure de cette iconographie. Donc le texte est également présent sur le PowerPoint et évoque cette image de manière très importante. Fulbert s'est également intéressé aux mathématiques et à l'astronomie. Et la cathédrale Beauceronne s'est trouvée être un des premiers centres intellectuels à promouvoir l'utilisation de l'astrolabe et à diffuser des traités le concernant. Fulbert de Chartres aurait été ainsi l'un des premiers occidentaux à se familiariser avec les textes portant sur l'astrolabe. Il a de fait rédigé plusieurs vers permettant de mémoriser le placement des étoiles sur le rete de l'outil. Et ces vers contenaient probablement les premiers mots arabes en vers prononcés devant une audience occidentale. Ces vers s'inspirent de textes qui étaient déjà connus à Chartres et donc étudiés, les Sententiae Astrolabi, ce qui montre que au XIe siècle, l'astrolabe était une préoccupation importante des intellectuels de la cathédrale. Pierre Richer a noté le rôle fondamental de Chartres sous Fulbert dans la diffusion du corpus de textes concernant l'astrolabe. Ainsi, Fulbert de Chartres a donc été un intellectuel majeur de son temps et il a joué un rôle très important dans la vie intellectuelle de la cathédrale, introduisant les apocryphes au sein de la bibliothèque, étudiant l'astrolabe et écrivant le Stirps Gessé, voué à une grande postérité. Cependant, l'étude des apocryphes ne s'arrêta pas à la mort de Fulbert. Et au contraire, au XIIe siècle, on observe un regain d'intérêt pour ces textes. Donc si Fulbert donna la première impulsion nécessaire, leur intérêt ne décrut pas avec le temps. Il faut, pour se rendre compte de l'importance des apocryphes au XIIe siècle, se plonger dans un manuscrit, le Légendier 500, qui contient une homélie célébrant sainte Anne. Cet écrit s'inspire pour l'essentiel de textes apocryphes, notamment du protévangile de Jacques, ainsi que du De Nativitate Mariae. La question qui est un peu complexe sur ce texte est sa datation, puisqu'il s'agit d'un rajout dans un document du XIIe siècle, et donc on le date tantôt du début tantôt du XIIe siècle, tantôt des premières années du XIIIe siècle. En tous les cas, ce n'est pas l'information majeure qu'il faut retenir de ce texte, puisque ce sont plutôt les mots de l'auteur qui indiquent que, afin d'écrire ce livre, qui est donc un livre qui a été écrit à Chartres, donc ça a été attesté, il indique que pour écrire ce livre, il s'est inspiré d'un petit livre grec, ce qui montre que les Chartrains avaient accès à des livres grecs et donc que leur intérêt pour les apocryphes était réellement très important. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le monde grec et donc à Byzance, la présence de livres grecs contenant les apocryphes est attestée et certains documents étaient enluminés. Donc, par exemple, celui-ci, les homélies de Jacques de Kokkinabafos au milieu du XIIe siècle. Et donc, si les Chartrains avaient eu accès à un petit livre grec, il est aussi possible que celui-ci ait été enluminé. Donc, malheureusement, la bibliothèque de la cathédrale ne fait pas mention de ce genre de livre, mais cela prouve l'intérêt qu'avaient les Chartrains au XIIe siècle pour ce genre d'écrit. Et encore plus intéressant, si l'on compare l'iconographie du manuscrit byzantin précédent et celle du portail royal. Donc ici, il s'agit d'un épisode relativement peu dépeint au XIIe siècle, puisqu'il s'agit de la nativité de la Vierge. Et donc là, on voit le refus des offrandes qui est formulé aux parents de la Vierge. Et donc, on voit que les deux iconographies sont extrêmement proches. Les textes apocryphes étaient donc lus, étudiés et probablement conservés dans la bibliothèque chartraine. Et il était aussi utilisé dans les sermons et glorifié dans le programme iconographie de la cathédrale. Que ce soit ce cycle donc, sur le portail royal dédié à l'enfance de la Vierge ou bien certains détails des baies occidentales, ces textes ont bénéficié d'un intérêt majeur et d'une importante mise en valeur au milieu du XIIe siècle. La question qui vient maintenant est pourquoi la mise en valeur de ces textes au XIIe siècle et pourquoi un intérêt si prononcé pour ces images d'une grande rareté. La création d'un programme aussi vaste et complexe que celui de la façade occidentale a dû requérir l'intervention de l'évêque d'alors, Geoffroy de Lèves. Ce personnage est relativement peu connu et quand il l'est, ce sont plutôt ses talents de politicien que d'intellectuel qui sont mis en avant. Toutefois, il s'agit pourtant d'une figure centrale du XIIe siècle. Et la volonté de présenter les apocryphes aussi visiblement et explicitement dans les vitraux marque un parti pris incontestable. Geoffroy de Lèves aurait ainsi souhaité promouvoir et sanctifier son prédécesseur, Fulbert.
ce dernier ayant introduit pour la première fois à Chartres les apocryphes, notamment concernant la nativité de la Vierge. Quoi de mieux alors que de multiplier les citations de ces textes afin de lui faire référence ? Geoffroy tente donc de se fondre dans la figure de son prédécesseur en associant sa nouvelle façade à la cathédrale du XIe siècle. Les thèmes choisis font explicitement référence à Fulbert et l'on cherche à faire oublier que leur créateur n'est que Geoffroy de Lèves. Mais ce dernier va plus loin. En promouvant probablement lui-même la légende de la lactation de la Vierge associée à Fulbert, son objectif est relativement clair, faire de Fulbert un saint prisé par les pèlerins. Tout d'abord, on observe un phénomène assez intéressant, qui est que l'on va associer Fulbert de Chartres à la cathédrale du XIIe siècle et même à celle du XIIIe siècle. Et on va tenter d'en faire la figure tutélaire et même parfois l'architecte de cette cathédrale, alors que l'on sait pertinemment que la cathédrale romane a péri dans les divers incendies. Donc Geoffroy de Lèves aurait pu instrumentaliser en quelque sorte le programme afin de faire croire qu'il s'agissait d'un monument plus antérieur, ou en tous les cas qui se référait à Fulbert, et en faire ainsi une vitrine promouvant le culte du saint, en drainant ainsi les pèlerins attachés à la crypte et également aux reliques produites par le miracle de la Vierge. Et donc les textes postérieurs ont tendance à attribuer l'entière paternité de la cathédrale beauceronne, et ce même au XIIIe siècle, après qu'un incendie a achevé de détruire l'église romane, à Fulbert. Les archives montrent que l'incendie de 1194 a parfois été simplement omis des registres, ce qui permettait en toute bonne foi d'affirmer que la cathédrale du XIIIe siècle était romane. L'association de Fulbert à la cathédrale est en réalité bien antérieure au XIIIe siècle. Le chantre Sigon, disciple de l'évêque, commande ainsi au peintre André de Missy la réalisation de cette célèbre enluminure, représentant son maître devant la cathédrale. Or, on sait que Fulbert est mort avant d'avoir vu l'édifice entièrement achevé. Il s'agit donc d'une certaine volonté de représenter Fulbert devant une cathédrale achevée et donc de l'associer à ce monument achevé et d'en faire donc l'architecte et le commanditaire de l'intégralité de l'église. Ceci se voit particulièrement dans les archives, puisque le successeur de Fulbert, Thierry, qui a donc achevé réellement la construction de la cathédrale, est évincé des sources que l'on trouve dans la cathédrale de Chartres. Donc il s'agit d'attribuer à Fulbert l'intégralité de la construction de l'église romane. Ainsi, les mentions de Thierry se retrouvent particulièrement à Saint-Père de Chartres, mais on ne les retrouve plus du tout dans les textes de la cathédrale Notre-Dame. Donc la tradition mentionnant Thierry comme continuateur de l'œuvre de Fulbert n'est maintenue qu'à Saint-Père, tandis qu'à Chartres, elle est passée sous silence, instituant Fulbert comme l'unique architecte de l'église. Dès le début donc, il a été clair dans l'esprit des Chartrains que Fulbert était le seul bâtisseur de la cathédrale. Et dans les années 1130, lorsque le projet d'édification d'une nouvelle façade voit le jour, Geoffroy de Lèves marche dans les pas de son illustre prédécesseur. À cette époque, donc, on ne peut plus comprendre Chartres sans connaître Fulbert, et donc Fulbert est devenu une figure incontournable pour comprendre la cathédrale. Les continuateurs de l'œuvre de Fulbert, tels que l'évêque Thierry, sont passés sous silence, et Geoffroy de Lèves adopte cette même stratégie en se fondant dans le moule proposé par Fulbert. Il réactive le culte de son illustre prédécesseur en le citant explicitement dans la façade. Un autre indice de cette volonté de sanctifier Fulbert et de le mettre en valeur et de développer son culte est la mise par écrit du miracle de la guérison de Fulbert, dont on a déjà parlé dans la communication précédente. En effet, il semble que la première mise à l'écrit de ce miracle intervienne au début du XIIe siècle, donc sous l'épiscopat de Geoffroy. Comme on l'a déjà évoqué, la tradition veut que Fulbert, ayant été victime du mal des ardents et à l'article de la mort, reçoive la visite de la Vierge qui le guérit en lui donnant à boire de son lait. Fulbert recueille alors quelques gouttes de ce précieux liquide et les place dans un récipient, ajoutant ainsi une relique de tout premier ordre à sa cathédrale. Selon Claudine Lothier, le lait de la Vierge était présent dans le trésor de l'Église dès le XIe siècle. Et il est mentionné dans plusieurs inventaires, notamment celui de 1545. Or, si la légende de la lactation mariale est bien établie au XVe siècle, comme le rapporte la vieille chronique, ce n'est pas du temps de Fulbert qu'elle s'établit, ni même dans les années suivant sa mort. Il faut attendre quelques dizaines d'années avant d'en trouver les premières traces écrites. La première occurrence connue pourrait être celle que l'on trouve en Angleterre, dans les textes de Guillaume de Malmesbury.
Dans ce texte, Guillaume évoque Fulbert et indique que la mère du Seigneur ayant jugé bon de guérir du lait de son sein alors qu'il était souffrant. On note d'ailleurs que Guillaume décrit en termes très élogieux Fulbert de Chartres. Toutefois, cette première mention naît en Angleterre et il faut attendre plusieurs années afin de retrouver la première mention de ce miracle dans le milieu chartrain. Comme il a également été dit dans la communication précédente, Fulbert reçut une sépulture, comme tous les autres évêques de la cathédrale, dans le cimetière attenant à l'abbatiale Saint-Père. Sur sa pierre tombale se trouvait après son décès une inscription faisant référence à ses mérites et à ses hauts faits. Mais cette inscription ne faisait nullement mention d'un miracle. Un changement s'est donc opéré en 1134, à la suite de l'incendie survenu à cette date, et c'est également à ce moment que les Chartrains ont décidé d'élaborer une nouvelle façade et de changer l'inscription sur la tombe de Fulbert. Voici donc le nouveau texte inscrit sur la tombe de Fulbert, et comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, le miracle du lait de la Vierge est bien évoqué. Donc c'est elle qui a calmé le feu qui ravageait ton visage et guéri de son lait tes membres malades. Ce phénomène de changement d'inscription sur la tombe intervenant en 1134, elle intervient donc sous l'épiscopat de Geoffroy de Lèves et on peut supposer que c'est à son instigation, ou au moins sous son contrôle, que ce changement a eu lieu. Ce miracle avait le mérite d'expliquer la présence du lait miraculeux dans le trésor de la cathédrale et ne pouvait qu'accroître la dévotion portée à Fulbert, mais aussi encourager le pèlerinage dans la cathédrale afin d'aller recueillir les bienfaits de cette relique. Cette dévotion au lait de la Vierge existe tout au long du XIIIe siècle. On la retrouve également dans un vitrail plus tardif. On voit ici une Vierge allaitant, donc montrant que ce miracle a été... en tout cas, la thématique du lait de la Vierge a été très importante à Chartres. Donc la diffusion de ce miracle permettait de susciter un engouement autour de la figure de Fulbert au XIIe siècle. Si déjà au XIe siècle, on tendait à nommer Fulbert comme le plus saint et plus savant des hommes dans les miracles de sainte foi, ou qu'il était parfois dit louable en sainteté, et que dès après sa mort, sa mémoire avait été entretenue par son disciple le chantre Sigon, qui réalisa donc le tumulus en son honneur, il semble qu'au XIIe siècle se développa particulièrement le culte de Fulbert. Le délai qui pourrait expliquer le développement de son culte serait dû à plusieurs obstacles. Le premier, tout d'abord, étant que le corps de Fulbert ne se trouvait pas à Chartres, il n'était pas conservé dans la cathédrale, et donc il n'y avait pas de reliques à vénérer. Pour pallier à ceci, les Chartrains utilisent alors d'autres stratagèmes afin de relier Fulbert à la cathédrale. Tout d'abord, ils possèdent sa pensée et ses écrits. Et ils vont également l'associer à l'intégralité de la cathédrale en le considérant comme bâtisseur de la cathédrale de tout temps. Mais ils possèdent également quelque chose de très important qui sont les cryptes de Fulbert de Chartres qui ont été conservées. Et afin de réactiver ce culte, la réalisation d'un programme iconographique explicitement lié à ce personnage au XIIe siècle était une manière de rendre possible son culte en l'associant à des éléments concrets et visuels. Geoffroy de Lèves met donc en valeur de manière presque ostentatoire les apocryphes et donc l'œuvre de Fulbert. Il apparaît que l'évêque souhaitait faire de Fulbert un saint, ce qui explique ses références continuelles et appliquées. Edina Bozocchi indique ainsi que c'est au XIIe siècle que l'on assiste à la naissance d'une légende fulbertienne, notamment par la diffusion du miracle du lait de la Vierge. C'est donc sous l'épiscopat de Geoffroy de Lèves que les choses ont pris une toute autre envergure, avec la réalisation de cette nouvelle épitaphe par exemple. Geoffroy de Lèves avait tout intérêt à sanctifier Fulbert. Lorsqu'il entreprend de reconstruire la façade de la cathédrale, que voici, il le fait en partie pour faciliter la circulation des pèlerins dans les cryptes, donc les cryptes de Fulbert, grâce à ces deux tours qui permettaient d'y accéder directement. En instaurant un nouvel élément de culte, ou en tout cas en le réactivant, en réactivant ce culte de Fulbert, il renouvelait ainsi l'attraction de l'Église sur les pèlerins. Ceux-ci, attirés par la légende de la lactation, pouvaient pénétrer dans les cryptes bâties par saint Fulbert. En outre, ils pouvaient admirer une statue de la Vierge, celle de Notre-Dame de Souterre. Et cette sculpture aurait sûrement également été réalisée dans cette optique de réorganisation liturgique de la crypte. Donc, il semble que
En élaborant cette façade occidentale, Geoffroy de Lèves est cherché par tous les moyens à susciter la dévotion et à attirer les pèlerins. En concevant ou valorisant le miracle de la lactation, il crée un saint, Fulbert, dont la dévotion au moins locale est attestée. De là, il utilise l'iconographie comme une vitrine présentant les accomplissements de son prédécesseur et justifiant sa sainte qualité. L'arbre de Jessé renvoie au sermon, au répond, les apocryphes à la célébration de la nativité de la Vierge qui aurait valu à Fulbert l'aide de la Vierge, et les Sedes Sapientiae renvoient également à cette dévotion mariale particulière qu'avait Fulbert. On peut également citer la présence des astrolabes dans le portail royal. Les tours permettaient aux fidèles de circuler dans les cryptes réalisées par Fulbert et ainsi de s'approcher du saint. L'exhibition des reliques du lait de la Vierge participait de ce même principe et autorisait aux nombreux pèlerins souffrant du mal des ardents l'espoir d'une guérison. Un mythe est donc bien né au XIIe siècle, celui de Saint Fulbert. Mais il fut orchestré par un homme resté dans l'ombre de l'histoire, Geoffroy de Lèves. Ce dernier ne passe pas à la postérité pour ses réalisations propres, mais en s'associant la figure de Fulbert et en promouvant son culte afin d'accroître la fréquentation de sa cathédrale. Je vous remercie.